Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous touche vraiment au quotidien, nos choix de consommation. Mais on va regarder ça sous un angle un peu différent, l'angle social et citoyen. Et pour ça, on s'appuie sur des analyses intéressantes tirées de Le choix social et citoyen du consommateur. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ensemble pourquoi on achète ce qu'on achète, quel pouvoir on a vraiment, nous, les consommateurs, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on parle de consommer de manière responsable. C'est une vaste question. Oui, et on va se l'avouer, hein, souvent on remplit nos paniers, que ce soit au supermarché ou en ligne, un peu en pilote automatique. Hmm. Mais si on s'arrêtait juste une seconde Ouh. pour regarder de plus près, qu'est-ce qui nous motive vraiment au fond, au-delà du besoin immédiat ou de l'envie passagère? Et quel est l'impact réel de tout ça? Bon, alors on creuse un peu. Allons-y. Un premier truc qui ressort des documents, c'est cette tendance qu'on a tous, plus ou moins, à accumuler des choses. Parfois des choses dont on n'a pas vraiment besoin, soyons honnêtes. Oui, c'est clair. Et les sources pointent plusieurs coupables assez classiques. Les promos genre 3 pour 2, l'emballage super attractif qui nous fait de l'œil. Ah oui, l'emballage. Les petites dégustations gratuites en magasin, on se sent un peu obligé après, non? Oui, un peu de ça. Ou alors on fait comme les autres, le mimétisme, ou juste nos habitudes. Ça vous parle, ça? Tout à fait. Et ces facteurs, ils montrent bien comment le marketing, l'environnement social, tout ça, ça influence des décisions qu'on croit très personnelles, très rationnelles. C'est ça. Prenez l'emballage, comme vous disiez. Son look, ses couleurs, même sa forme. Ça peut être décisif. Et ça, indépendamment de la qualité réelle du produit à l'intérieur, hein. Mhm. Les sources le montrent bien. L'achat, c'est rarement juste une question de besoin objectif. C'est beaucoup plus influencé que ça. C'est vrai que ce packaging vert ou cette promo imbattable, ça peut vite nous faire oublier la liste de courses ou nos bonnes intentions. Mais justement, si on veut aller au-delà de ça, être un peu plus acteur de nos choix, les textes parlent d'un concept clé, la traçabilité. C'est quoi exactement? Alors, la traçabilité, comment dire simplement, c'est la capacité de pouvoir suivre un produit, de reconstituer tout son parcours. Ah oui, de A à Z. Exactement. De la matière première d'où vient le coton de ce t-shirt, par exemple, Mhm. en passant par toutes les étapes de fabrication, la distribution, jusqu'à nous, le consommateur final. Et même après, ce qu'il devient une fois jeté. D'accord. L'idée centrale, vraiment, c'est de pouvoir répondre à des questions simples mais essentielles. Mhm. Quand est-ce que ça a été fait? Où et Mhm. par qui? Une sorte de carte d'identité hyper détaillée du produit, en fait. C'est un peu ça, oui. Et pourquoi c'est si important, cette traçabilité, dans une logique de consommation plus consciente? Parce que c'est la base pour faire un choix éclairé, tout simplement. Sans cette information, sans cette transparence, comment savoir ce qu'on cautionne vraiment quand on achète? Mhm. On achète un objet, mais derrière, on finance aussi des manières de produire, des conditions de travail, un impact sur l'environnement. La traçabilité, quand elle existe et qu'elle est fiable, bien sûr, Oui, c'est le défi. ça nous redonne du pouvoir, le pouvoir de savoir, et donc de choisir en connaissance de cause. C'est, disons, une condition presque indispensable pour une consommation qui se veut responsable. Le pouvoir par l'info, en somme. Logique. Mais alors, à l'extrême opposé de cette transparence, il y a un autre phénomène, beaucoup plus sombre et inquiétant que les sources mentionnent, la contrefaçon. Quels sont les signaux d'alerte? Ah oui, la contrefaçon. Les documents soulignent plusieurs points vraiment critiques. D'abord, la distribution. Ça passe souvent par des circuits parallèles, vous savez, les marchés, certains sites Internet, en dehors des magasins officiels. D'accord? Des canaux pas très clairs. Voilà. Ensuite, et c'est là que ça devient grave, c'est le non-respect quasi systématique de toutes les normes. Hygiène, qualité, sécurité, tout y passe. Donnez-nous des exemples concrets. Pensez aux jouets pour enfants faits avec des peintures toxiques, des médicaments sans principe actif, ou pire, avec des substances dangereuses, des cosmétiques frelatés, ou même des pièces détachées de voitures qui vont lâcher au premier freinage. Ce qui mène directement au troisième point, le plus grave sans doute. Exactement. Le risque majeur, c'est la mise en danger de la santé et de la sécurité de celui qui achète et utilise le produit. Les sources insistent beaucoup là-dessus. La contrefaçon, ce n'est pas juste une copie moins chère qui embête les grandes marques. Non, c'est plus que ça. C'est souvent un produit activement dangereux, parce qu'il n'a subi aucun contrôle qualité, aucune vérification, et là, l'absence de traçabilité, ce n'est plus un manque d'infos, c'est une volonté de cacher quelque chose qui peut avoir des conséquences terribles. C'est glaçant quand on y pense.
Le petit prix peut cacher un risque énorme. Bon, après ce détour par le côté obscur, revenons à des choses plus positives. Les textes parlent beaucoup du consommateur citoyen. Oui. Et ils donnent un exemple précis, choisir d'acheter des produits tunisiens dans le contexte des sources étudiées. Pourquoi est-ce que ce geste est vu comme citoyen? Alors, acheter local, ici tunisien, c'est présenté comme citoyen parce que ça aurait des retombées positives directes sur l'économie du pays. L'idée principale, c'est que l'argent dépensé au pays Oui. va d'abord soutenir les entreprises tunisiennes. Ça les aide à tourner, à survivre parfois. Ensuite, ça peut les aider à grandir, à innover, peut-être même à exporter plus tard. Un cercle vertueux, en quelque sorte. D'accord. Soutenir les entreprises locales. Et troisièmement, c'est un argument social très fort. Ça aide à maintenir ou même à créer des emplois, ici, en Tunisie. Donc, mon petit achat individuel, multiplié par des milliers d'autres, peut avoir un vrai poids collectif, un impact économique et social pour le pays. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Le choix dépasse ma simple satisfaction personnelle. Il s'inscrit dans une démarche de contribution au bien commun, à l'économie nationale. C'est cette dimension, disons, pro-sociale, tournée vers le collectif, qui justifie le terme citoyen dans ses analyses. Je comprends mieux. Mais alors, qui sont ces fameux consommateurs citoyens? Est-ce que les documents nous disent un peu qui est le plus susceptible de faire ces choix? C'est pour tout le monde ou c'est un peu élitiste? C'est une bonne question. Les sources suggèrent que, statistiquement, ce seraient plutôt les cadres supérieurs, les professions indépendantes et aussi les professions intermédiaires qui seraient les plus enclins à ce type d'achat. Ah oui. Et pourquoi eux en particulier? La raison principale avancée est économique en fait. Leur niveau de revenu, qui est en moyenne plus élevé, leur donnerait une plus grande disponibilité à payer. Disponibilité à payer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils ont la capacité financière, mais aussi la volonté d'accepter de payer un peu plus cher pour un produit fait localement par rapport à un produit importé qui serait peut-être moins cher. D'accord. Pour eux, le prix n'est plus le seul critère, ou du moins il pèse moins lourd face à la valeur citoyenne qu'ils accordent à cet achat local. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte dit que ce choix, même s'il coûte plus cher, est rationnel. Ça peut paraître bizarre, non? D'habitude, la rationalité économique, c'est plutôt chercher le moins cher possible. Absolument, et c'est là que ça devient subtil. Le texte en fait propose une vision un peu élargie de la rationalité. Pour lui, ce choix est rationnel parce que, oui, ça coûte peut-être plus cher, mais ça permet au consommateur de maximiser son utilité globale. Son utilité, c'est-à-dire? L'utilité, ce n'est pas juste le produit en lui-même. C'est aussi la satisfaction d'agir en accord avec ses valeurs. Ici, la valeur de soutenir son pays. Ah d'accord. Autrement dit, le consommateur fait un arbitrage. Ok, je dépense un peu plus, mais ça reste dans mon budget. Le texte parle de respect de la contrainte budgétaire. Et en échange, j'ai cette satisfaction morale, ce sentiment d'être un bon citoyen. La rationalité ici, elle intègre des choses qui ne sont pas juste matérielles. C'est une vision de la rationalité qui inclut les valeurs, pas juste le porte-monnaie. C'est intéressant. Alors, au-delà de choisir Made in local, comment un consommateur peut-il agir concrètement en tant que citoyen? Est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres pratiques mentionnées? Oui, les textes mettent en avant deux grandes stratégies d'action citoyenne par la consommation. La première est assez connue, c'est le boycott. Le boycott, oui. C'est un refus collectif, organisé, volontaire, d'acheter un produit ou un service ou tout ce qui vient d'une certaine marque ou entreprise. Les raisons peuvent être très diverses. Protester contre des pratiques pas éthiques, des prises de position politiques, un impact négatif sur l'environnement. C'est une manière de dire non, de mettre la pression. Le pouvoir du refus collectif, en quelque sorte. Ok. Et la deuxième stratégie? C'est l'inverse. On peut le voir comme ça, oui. C'est une stratégie plus positive, le choix conscient, ce que le texte appelle le choix et la décision du consommateur. Là, on ne refuse pas. Au contraire, on choisit activement de privilégier certains produits et on accepte de payer parfois un peu plus cher pour ça. Pour des produits considérés comme mieux. Exactement. Ça peut être des produits locaux, comme on disait, mais aussi des produits bio ou issus du commerce équitable, ou fabriqués dans des conditions de travail particulièrement bonnes. Des produits vertueux, disons. Et quel est l'effet attendu de cette démarche positive, d'après les sources, si tout le monde commence à acheter ces produits plus chers? L'idée derrière, c'est que cette demande croissante pour des produits responsables, même s'ils sont un peu plus chers au début, ça envoie un signal très fort au marché, aux entreprises. Un signal pour qu'elles en produisent plus? Voilà. Ça les incite à augmenter leur production de ce type de biens.
Et là, il y a une hypothèse économique intéressante dans le texte. Si les volumes de production augmentent suffisamment, ça pourrait créer des économies d'échelle. Ah! Et donc faire baisser les prix à terme. Potentiellement, oui. Ce serait le scénario idéal. Le choix citoyen deviendrait alors doublement gagnant. Il soutient des bonnes pratiques et il pourrait finir par devenir plus abordable pour tout le monde. C'est une vision assez optimiste, mais intéressante, du pouvoir d'influence positif du consommateur. C'est fascinant de voir ces deux aspects du pouvoir du consommateur. Le non par le boycott et le oui par le choix préférentiel. Et cet engagement citoyen, si je comprends bien, il ne s'arrête pas aux frontières du pays. Non, en effet. Les textes parlent aussi de refuser des produits qui viendraient de pays où les droits humains ne sont pas respectés. En quoi ça, c'est aussi un acte de citoyenneté? Tout à fait. On élargit la perspective. Ça devient une dimension internationale et très éthique. Refuser d'acheter des produits faits dans des conditions qui bafouent les droits humains fondamentaux, le travail forcé, le travail des enfants, des conditions de travail inhumaines, l'interdiction des syndicats, c'est vu comme un acte de citoyenneté mondiale, en quelque sorte. Une citoyenneté qui dépasse les frontières? Oui, l'objectif est le même que pour le boycott classique, mettre une pression économique sur les entreprises et, indirectement, sur les gouvernements de ces pays, pour les pousser à changer leurs pratiques, à respecter les normes internationales sur les droits humains. Le consommateur devient alors une sorte de veilleur éthique? Un acteur qui essaie d'influencer les choses à l'échelle mondiale, juste par ses choix dans les rayons. C'est précisément l'idée forte qui se dégage, oui. Le texte suggère que le consommateur qui adopte cette démarche responsable, il ne cherche plus seulement à satisfaire ses besoins ou ses désirs immédiats. Il va plus loin. Il redéfinit ses besoins, il change ses critères de choix en y intégrant une dimension éthique, voire politique. Il endosse, peut-être sans toujours s'en rendre compte pleinement, un rôle de régulateur, un régulateur informel du marché. Un régulateur. Oui, parce que ses critères d'achat dépassent ses goûts personnels ou son budget. Ils incluent l'impact de ce qu'il achète sur des enjeux majeurs, les droits humains, les conditions de travail, la planète, les ressources naturelles. C'est assez vertigineux quand on y pense. Ce poids, cette responsabilité qu'on met sur un geste qui nous semble si banal, si quotidien, faire ses courses. Chaque euro dépensé qui devient potentiellement un vote, un soutien ou un désavor. Exactement, ça transforme l'acte d'achat en quelque chose de lourd de sens, potentiellement. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, quels seraient les grands critères pour qu'un achat soit considéré comme responsable, selon ses principes? Bonne question. Qu'est-ce qui ressort? Plusieurs fils conducteurs, je dirais. Premièrement, le respect des principes du développement durable, c'est-à-dire chercher un équilibre entre l'économie, le social et l'environnement. Ok, durable. Deuxièmement, l'adhésion aux idéaux du commerce équitable. Assurer leur juste revenu aux producteurs, surtout dans les pays du Sud, garantir de bonnes conditions de travail. Équitable. Troisièmement, et ça fait écho à ce qu'on disait sur la contrefaçon, un point absolument crucial, le produit ne doit ni tromper le consommateur, Pas de mensonge sur l'étiquette. voilà, ni sur sa nature, son origine, ses qualités, et il ne doit pas nuire à sa santé ou à sa sécurité. La transparence et l'innocuité, c'est vraiment la base. Donc si je résume, respect de l'humain, producteur, travailleur, nous consommateurs, respect de la planète et une forme d'honnêteté de base dans l'échange. C'est une excellente synthèse. Et tout ça, ça nous mène à la définition de ce que les textes nomment la consommation socialement responsable. D'accord. C'est une démarche où l'individu, la personne, prend conscience des conséquences collectives, sociales, environnementales, éthiques, de ses choix de consommation, qui sont pourtant des choix privés au départ. Mhm. Et une fois qu'il ou elle a cette conscience, il ou elle décide d'utiliser son pouvoir d'achat, pas seulement pour lui-même, mais aussi comme un levier. Un levier pour essayer d'influencer positivement la société, les pratiques des entreprises. Alors, si on devait vraiment garder l'essentiel de toute cette exploration basée sur le choix social et citoyen du consommateur, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, l'idée vraiment forte, c'est que nos choix de consommateurs, ils sont loin d'être neutres ou juste personnels. C'est clair. Ils sont chargés de sens et ils ont un vrai poids social, économique, éthique, environnemental. Notre portefeuille, finalement, c'est peut-être bien plus qu'un moyen de payer. Ça peut être un outil pour exprimer nos valeurs et un levier d'influence, pour le meilleur et parfois pour le pire. C'est tout à fait ça. L'acte d'acheter nous relie intrinsèquement au monde qui nous entoure. Et peut-être, pour prolonger la réflexion, il y a une question assez complexe qui ressort de tout ça, une question que les sources posent plus qu'elles ne la résolvent d'ailleurs. Ah oui, laquelle? C'est 1.
face à tous ces enjeux différents, soutenir l'emploi ici, défendre les droits humains là-bas, réduire son empreinte carbone, chercher la qualité et en même temps faire attention à son budget, comment on fait concrètement? Comment on établit ses priorités au moment de choisir? C'est vrai parce que parfois, ces critères peuvent même s'opposer. Exactement. C'est tout le problème. Un produit fait ici, c'est peut-être bon pour l'emploi local, mais est-ce qu'il est meilleur pour l'environnement qu'un produit bio importé? Dilemme. Un produit équitable assure un bon revenu aux producteurs lointains. Super. Mais son transport, ça génère du CO2. Un produit très bon marché, ça aide mon pouvoir d'achat. Mais est-ce qu'il n'y a pas un coût social ou environnemental caché quelque part? Des arbitrages constants, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, au quotidien, d'essayer d'être un consommateur responsable face à ces choix compliqués, parfois cornéliens, où il n'y a pas toujours de solution parfaite, évidente? C'est peut-être ça le vrai défi de la consommation citoyenne aujourd'hui. Une question essentielle, en effet, qui nous laisse de quoi réfléchir bien après la fin de cette discussion. Merci beaucoup d'avoir partagé ces éclairages avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et merci à celles et ceux qui nous écoutent d'avoir participé à cette exploration de la portée sociale et citoyenne de nos choix de tous les jours.